Et en ce jour de réunion de la Fed, on voulait revenir sur cette aberration de marché ou des marchés qui pourraient peut-être bientôt se corriger. Bonjour Xavier Patrolin. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président d'Albatros Capital. C'est vrai qu'il y a une énigme dans le passé, on verra qu'elle s'est déjà produite et ça ne s'est pas très bien terminé d'ailleurs, soit dit en passant. Cette bizarrerie qui concerne les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis, ce qu'on appelle le taux à 10 ans. Les faits. La Fed, ce soir, aura relevé, parce qu'il n'y a pas de surprise, 3 fois ses taux d'intérêt, 75 centimes de plus. Et quand on regarde, donc depuis par rapport au début de l'année, 75 centimes de plus sur les taux Fed Fund, mais quand on regarde les taux américains à 10 ans, ils sont légèrement en dessous de leur niveau du 1er janvier. On était à 2,47, j'ai regardé le 2 janvier 2017, on est aux alentours de 2,40 aujourd'hui. Oui. C'est ça. Cette inertie-là, elle est surprenante, elle pose des questions. Oui. Et d'ailleurs, elle n'est pas uniquement concentrée sur la courbe des taux américaines, elle l'est sur les principales courbes des pays occidentaux. Mais la différence, c'est qu'en zone euro, il n'y a pas de hausse de taux court. Oui, mais ce qui est intéressant justement, c'est que le phénomène, il n'y a certes pas de hausse de taux court, mais on a des banques centrales qui agissent. Alors, il faudrait s'interroger sur pourquoi il y a ce phénomène. La raison probablement principale, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un excès de liquidité à l'échelle mondiale. Au fond, les baby boomers, c'est probablement une partie de l'explication, épargnent de manière très importante et concentre... À l'échelle de la planète, il y a une épargne qui est abondante, c'est ça? Extrêmement abondante. Dans tous les pays, pas tous les pays. Non, je parle des pays occidentaux. Ouais. Je parle des baby boomers, donc c'est principalement les pays occidentaux. Il y a un vieillissement qui est à l'os, qui est naturel, et donc ce phénomène va probablement se diminuer au fur et à mesure du temps. Mais pour l'instant, il agit. Deuxième élément, c'est que les marchés obligataires anticipent, notamment sur le marché nord-américain, un ralentissement de la conjoncture, voire même une récession. Quand vous avez un phénomène de ce qu'on appelle d'aplatissement des courbes des taux, alors là, c'est l'aplatissement de la courbe des taux, pour nos auditeurs, c'est la différence entre le taux long et un taux court. Si on fait cette différence entre le 10 ans américain et le 3 mois américain, c'est-à-dire les conditions de financement de l'État américain sur ces deux échéances, 3 mois 10 ans. 3 mois 10 ans, on a une courbe des taux d'un peu plus de 110 points de base, de 1,1%. C'est l'écart. Absolument, c'est l'écart. C'est relativement faible. Et quand on a eu ce phénomène-là depuis le début des années 90, ça a toujours été annonciateur d'une récession. Alors, on ne peut pas la dater par contre, mais ça a toujours été annonciateur d'une récession à 3, 4, 5 trimestres. Donc, il y a ce double phénomène. Excès d'épargne, probablement une anticipation des agents économiques, des grands investisseurs internationaux qui travaillent pour l'épargne des baby-boomers. Et puis, il y a un dernier élément qu'il ne faut quand même pas minorer, c'est le quantitative easing, c'est-à-dire ces politiques monétaires non orthodoxes à travers le monde qui ont conduit les banques centrales à être acheteuses, investisseuses sur les courbes des taux. Aux États-Unis, on est en train d'en sortir, mais il y a encore la Banque centrale anglaise, la Banque centrale européenne, et il y a la BOJ, la Banque centrale japonaise, qui procède à de très grosses acquisitions. Et donc ça contribue à ce phénomène d'aplatissement des courbes des taux. Donc il y a un triple phénomène. L'épargne mondiale qui est due aux baby-boomers, l'anticipation du ralentissement à venir pour fin 2018, début 2019, et encore la contribution en monnaie des banques centrales. Ce qui explique que les taux d'intérêt à 10 ans américains soient en théorie 1% en dessous de ce qu'ils devraient être. Parce que quand on réfléchit, la croissance, on va dire potentielle en Amérique, elle est quoi? 1,5-2%? Oh, la croissance potentielle est même peut-être un peu au-dessus. On pourrait actuellement la mettre entre 2 et 2,5. Bon, allez, on va dire un bon 2, on rajoute 2 d'inflation. Voilà, on arrive à 4. On devrait être à 4, on est à 2,5, on est 150 points de base, 1,5% en dessous. C'est ce qui fait, ce que tu dis est essentiel, c'est ce qui fait que la période à venir est extrêmement source de risque, même si on ne le voit pas encore en volatilité, parce qu'au fur et à mesure du désengagement des banques centrales, ça on peut l'anticiper probablement, sur les 10 prochaines années, on peut anticiper que les banques centrales seront moins intervenantes sur les courbes des taux. Les baby-boomers vont vieillir, donc vont épargner moins et consommer pour leur vie. Donc on aura moins de liquidités sur les marchés et donc on peut avoir ce phénomène de repentification. Donc les courbes des taux sont probablement trop plates dans l'instant. Mais c'est le résultat du passé d'une certaine façon. Ouais. Mais encore une fois, historiquement, on a déjà vu cette absence de réaction des taux longs à la politique monétaire. Ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Non, on l'a vécu encore une fois en 2004, au moment où c'est Greenspan encore qui est là en 2004. Oui, absolument. C'est encore il veut, après, encore une fois, la bulle Internet qui a éclaté, il y a eu une baisse de taux, il veut remonter les taux. Et on assiste aussi à ça. Il y a cette inertie de la courbe des taux longs et on sait comment tout ça s'est terminé. Alors, il y a de grands économistes américains qui ont fait émerger ce thème qui est essentiel dans la littérature américaine, c'est ce qu'on appelle la stagnation séculaire. L'une des explications, elle n'est pas partagée par l'ensemble des économistes, elle consiste à dire que les marchés obligataires anticipent
la stagnation à venir. C'est au fond le cycle de la révolution industrielle qui a caractérisé le 19e siècle et le 20e siècle est en train d'arriver à son terme, malgré les gains de digitalisation et autres. Et au fond, on est en train de rentrer progressivement pour toute une série de facteurs, des contraintes vont s'exprimer sur cette stagnation. Et les grands investisseurs internationaux l'anticipent. C'est pour ça qu'ils cherchent à détenir des actifs de duration, des actifs de trait. Il y a une appétence pour ces actifs parce qu'ils anticipent, eux, le plus grand nombre, une croissance beaucoup plus faible que ce que tu viens de dire, une inflation quasi inexistante, et donc ils se dirigent mécaniquement sur des actifs de duration, notamment la dette américaine. Je reviens sur cette capacité prédictive, encore une fois, de l'écart entre le taux. Alors parfois on dit le 2 ans contre le 10 ans, pas toujours le 3 mois, l'écart entre le 2 ans et le 10 ans, écart qui se réduit. Vraiment, ça n'annonce rien de bon, même si tu parlais de 3, 4, 5 trimestres. Voilà, c'est ça, parce que quand on fait des petites études statistiques sur les précédentes récessions, notamment aux États-Unis, le lien n'est pas déterministe, hein, donc il y a toujours d'autres paramètres. Mais globalement, ça anticipe en tout cas un ralentissement. Et ce qui est très intéressant dans l'instant, c'est de voir le marché obligataire là où il est et le marché action américain qui est lui là c'est le comble. Là il est dans un autre monde. Ça c'est le comble de la bizarrerie. Effectivement, on a deux signaux contradictoires entre le marché obligataire. Encore une fois, les marchés de taux nous envoient ce signal-là qu'il devrait y avoir, donc si j'ai bien compris, un affaiblissement de la conjoncture à horizon de quelques trimestres. Mais par contre, le signal qui est envoyé par les marchés actions, c'est que tout va très bien, on vole de record en record, les bénéfices sont là. Il y en a un des deux qui se trompe. Absolument. Sauf s'ils ne sont pas sur la même échelle de temps. Oui, probablement. Alors, en plus, le marché action américain est fortement pollué par les fameux GAFA qui incarnent l'économie numérique et aussi extrêmement pollué par les rachats d'actions. Et ces rachats d'actions sont autofinancés par la politique monétaire américaine. C'est-à-dire que les conditions, la faiblesse des taux favorisent les rachats d'actions. Donc, les rachats d'actions ont un effet puissant de reflation des bénéfices nets par action. Un bénéfice net par action, comme son nom l'indique, c'est un bénéfice divisé par le nombre d'actions. Si au fur et à mesure des trimestres, la société rachète ses actions. C'est quand même dingue de voir qu'il y a des boîtes, encore une fois, c'est pas nouveau, hein, mais parfois qui s'endettent pour racheter leurs actions, pour augmenter le bénéfice par action et faire monter artificiellement leur cours. C'est un phénomène qui est massif aux États-Unis. On peut estimer que sur une base 100, combien de hausse des cours, combien vient de ce phénomène des bénéfices, je pense que globalement, depuis Lehman Brothers, on peut considérer que 20 à 25% des bénéfices nets par action du marché américain sont dus au rachat d'actions. Donc c'est artificiel tout ça. C'est une hausse, encore une fois, d'une action artificielle parce que... Oui, relativement, oui. Enfin, en tout cas, ça introduit un biais. Artificiel, on le jugera plus tard, mais ça introduit un fort biais. Donc c'est pour ça que moi j'accorderais beaucoup plus d'importance à ce que nous dit le marché obligataire, quand bien même les banques centrales interviennent sur la courbe des taux obligataires. Je trouve que c'est là, l'expression est beaucoup plus intéressante. Donc le marché obligataire nous envoie ce signal-là, encore une fois, pas d'une récession, mais d'un fort ralentissement économique. C'est ça, le signal, il est clair. Pour, on va dire, début 2019, quoi. À horizon 4 trimestres, il donne cette indication, absolument. Voilà. Et qu'encore une fois, ce n'est pas ce que nous dit le marché action. Voilà, enfin, cette anomalie, elle pourrait très bien ne pas se corriger. On peut très bien, encore une fois, rester comme ça. Ou est-ce qu'elle a vocation, in fine, à se corriger? Et il y a bien un moment donné où la courbe de taux va se repensifier. Moi, j'ai le sentiment qu'in fine, elle va se corriger. Et parce que ce phénomène, ce n'est pas uniquement la courbe des taux américaine. C'est, on va dire, par exemple, la dette allemande. Le 10 ans allemand est à 0,4% ou légèrement inférieur. Il devrait... toutes choses égales par ailleurs, plutôt se situer sur au fond, la croissance potentielle allemande, et on devrait plutôt se situer sur 2,2, 2,3%. Sur du 10 ans, sur la duration de 10 ans. Donc on voit bien que les courbes, on voit bien que les courbes des taux sont anormalement plates. Alors c'est anormalement plate peut être tranché par la conjoncture à venir, qui pourrait être détestable. C'est pas ce que nous disent les derniers indicateurs. On a plutôt l'impression qu'on est en phase d'accélération. Donc on devrait avoir une année 2018 plutôt bonne, peut-être un ralentissement à partir de 2019 en Europe. Mais le risque à venir avec le désengagement de la BCE, parce que Mario Draghi après-demain ou demain nous indiquera probablement que au 1er janvier, la BCE achètera moins et puis nous donnera une clause. On a déjà dit ça, on sait déjà que la BCE il va confirmer ce point. Et donc on ne connaît pas la date de sortie, on ne connaît pas. Voilà, c'est normal. Après septembre 2018, il vaut mieux être prudent. Mais donc on peut s'attendre à ce que le 10 ans allemand bouge et surtout que les 10 ans périphériques, c'est aussi ce qui intéresse la zone euro, puisque les spreads, ce sont les écarts entre le 10 ans allemand et les 10 ans des économies périphériques se sont beaucoup réduits. On peut s'attendre à ce qu'ils s'écartent à nouveau. Donc ce qui fait qu'en termes d'asset allocation, c'est-à-dire de choix, où est-ce qu'on met son argent, c'est très compliqué la période actuelle.
Les taux courts sont négatifs, donc le monétaire ne rapporte rien. Les marchés obligataires, les 10 ans globalement sont plutôt surévalués, les taux sont trop bas. Donc ça veut aussi dire que l'immobilier qui se finance sur de la duration longue, il est probablement dans beaucoup d'économies sur un niveau haut. À un niveau haut, donc c'est pas facile. Les marchés actions sont probablement assez surévalués. En Europe, c'est peut-être... On attend encore des croissances des bénéfices par action de 10% bien sûr. en zone euro aux États-Unis en 2018. Hein. C'est vrai. Ça suit derrière. Ça permet de minorer ce que je viens de dire précédemment. Mais non, mais on est là pour débattre. Mais globalement, en termes d'allocation, c'est compliqué. On est dans cette phase de transition où les banques centrales vont tenter de se retirer. Les courbes des taux, les conditions de financement vont se normaliser probablement. Donc ça veut dire normalisation, ça veut dire que les taux vont remonter progressivement. La question, c'est de gérer ce timing. Supposons, oiseau de mauvais augure, que d'un seul coup, au début de l'année prochaine... Tu n'es pas... Non, que je ne suis pas. Qu'au début de l'année prochaine, on voit des indicateurs d'inflation se tendre, parce que pour l'instant, tout ça a eu lieu dans un contexte inflationniste quasi inexistant. Là aussi, le conundrum, il est dû à ça. Il est dû à la faiblesse de l'inflation. Le conundrum. C'est le mot d'Alan Greenspan pour qualifier l'énigme, justement, voilà, des taux longs qui étaient bas au début des années 2000. Ça. Normalement, à ce stade du cycle, normalement, si normal veut dire quelque chose, on devrait avoir l'émergence de tensions inflationnistes, ce qu'on n'a pas. Donc ça donne Mais un comme on ne les a confort. pas, ça valide le fait que ça valide la stratégie des taux longs et ce qu'on voit sur les taux longs. Absolument. L'inflation ne revient Mais peut-être, et d'où Janet Yellen, l'actuel chef de la Fédérale Réserve pour encore quelques semaines, a indiqué ça dans ses conférences de presse. Elle est sur ce mystère. Elle parle de conundrum, elle parle de mystère, le mystère de l'inflation. Où est passée l'inflation? Mais qui nous dit que dans un an, on n'aura pas encore une fois cette même discussion en disant effectivement, on a encore cette bizarrerie sur la courbe de taux et on a des taux longs qui sont beaucoup trop bas. Moi, je serais un chouille prudent, notamment aux États-Unis, parce que le plan fiscal qui est en train d'être adopté par le Congrès américain peut avoir un effet de stimulation. Et comme on est probablement pas loin de la fin du cycle américain, un plan de stimulation à la fin du cycle... c'est logique, on est en fin de cycle justement pour remettre un petit coup de cycle. Mais l'inflation... Vous préférez la récession? Vous préférez le ralentissement? Traditionnellement, l'inflation apparaît toujours en fin de cycle. Donc là, si vous rajoutez un peu d'huile, si j'ose dire, sur le feu, je ne suis pas sûr que vous y gagnez parce qu'à ce moment-là, ça peut conduire le policy mix, c'est-à-dire l'équilibre entre la politique monétaire et la politique budgétaire, ça peut le déséquilibrer et contraindre la Fédérale Réserve à accélérer ce qu'elle ne veut surtout pas faire. Bon, j'espère qu'on a été clair, on n'a pas résolu le problème. On n'a pas résolu le problème, mais on a donné quelques éléments qui permettent de mieux le cerner, de mieux le comprendre. Avec Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Merci, ciao.